Aujourd'hui, l'anesthésie est une pratique courante et hautement sécurisée avec près de 13 millions d'actes par an en France. Mais quelle est l'histoire de cette invention à laquelle la médecine doit tant ? C'est un progrès qui nous fait sentir chanceux de vivre en ce siècle. La gestion de la douleur a toujours été une préoccupation humaine et la chirurgie a été pratiquée dès la préhistoire. Pour atténuer les souffrances, lors des amputations, Aristote préconisait la compression artérielle par un garrot. Autant dire que les opérations devaient être des supplices. Comment sommes-nous passés des éponges somnifères, imbibées d'alcool et de drogue durant l'Antiquité, à l'anesthésie moderne calibrée et précise ? Comment cette spécialité s'est-elle constituée ? Elle, grâce à qui une chirurgie méticuleuse est enfin devenue possible. Invention de l'anesthésie, une place au sommeil. Isabelle Constant, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Armand-Trousseau, professeur d'anesthésie avec une spécialisation en anesthésie-réanimation pédiatrique et vice-présidente de la SFAR, Société Française Anesthésie-Réanimation. Dominique Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste-réanimateur et président du club d'histoire de l'anesthésie-réanimation, le CHAR. Merci à vous deux d'être là avec nous dans nos studios, en direct sur France Culture. Et merci à vous également d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre plateforme préférée, c'est Blue Sky, et c'est sur notre compte @ScienceCQFD. Alors, quelles sont les étapes qui ont permis la pratique d'une chirurgie sans douleur et quelle a été la première anesthésie moderne ? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Isabelle Constant, comment vous définissez l'anesthésie ? Parce que c'est quand même un grand domaine. Bien sûr. Donc l'anesthésie, c'est un état, pour faire simple, où les perceptions sont abolies, voire abolies en très grande partie. Et par ailleurs, le mouvement également est inhibé. En fait, l'anesthésie a été conçue dès le départ pour que le chirurgien puisse réaliser ses actes chirurgicaux et que le patient puisse les vivre de façon, disons, optimale. Donc, pour faire de l'anesthésie, il y a trois composantes à respecter. D'une part, il faut que le patient dorme. C'est-à-dire qu'il ait perdu conscience. Donc pour ça, on utilisera des médicaments qui s'appellent des hypnotiques. Ces hypnotiques, de façon très, très grossière, ils vont agir sur les neurones et ils vont inhiber leur fonctionnement de façon très schématique. Par ailleurs, on administrera aussi des substances qui sont des analgésiques, c'est-à-dire pour que le patient n'ait pas mal, parce que le patient dort avec les hypnotiques, mais il faut également qu'il ne perçoive pas la douleur. Et ces analgésiques sont essentiellement constitués de produits dérivés de la morphine. C'est ce qu'on appelle des opioïdes ou des morphiniques. Et ils agissent, là encore, en diminuant la transmission de l'influx nociceptif. Nociceptif, ça veut dire l'influx douloureux, mais lorsqu'on est sous anesthésie. C'est-à-dire qu'on parle à ce moment-là de nociception et plus de douleur. La douleur nécessitant finalement une certaine pensée. Une conscientisation. Exactement. Voilà. Et la troisième composante, qui n'est pas indispensable, mais qui, par exemple, chez l'adulte est extrêmement fréquente parce qu'elle facilite le geste chirurgical, c'est l'immobilisation par le moyen de l'injection de curares qui vont inhiber simplement la contraction musculaire. Voilà, pour éviter les réflexes moteurs d'une personne pendant un geste médical. Dominique Simon, on n'est pas forcément tous familiers de ces gestes médicaux, justement, ni même de cette discipline. Alors, quelles sont les étapes, justement, d'une anesthésie générale ? Alors, une anesthésie générale, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord, maintenant, la consultation d'anesthésie qui est obligatoire, bien sûr, qui est la première étape avant toute intervention, avec un minimum de 48 heures avant l'intervention, bien sûr, en dehors de l'urgence. Et puis, l'anesthésie en elle-même, c'est plusieurs phases. L'induction, ensuite le travail pendant l'acte chirurgical, la surveillance, et puis le réveil de l'anesthésie, bien sûr. Le réveil qui est important puisqu'il y a des salles de réveil, ces salles de réveil qui ont été installées dans les années 70, indispensables parce qu'il faut continuer de surveiller le patient après le réveil anesthésique pendant un certain temps. Ces salles sont là justement pour le réveil complet du patient avant son retour dans sa chambre.
Évidemment, et on reviendra en effet sur l'importance de ces salles de réveil et comment justement on s'en est aperçu dans l'histoire de la médecine. Mais évidemment, tout ça, on a une surveillance continue des différents paramètres vitaux du patient puisqu'on joue avec la physiologie. Oui, bien sûr, aujourd'hui, on a énormément de surveillance, hein, bien sûr. On va suppléer des fonctions puisque, comme Isabelle le disait, on associe des médicaments qui vont suspendre la conscience. Donc, il faudra suppléer ces fonctions, ventiler le patient, surveiller son cœur, etc. Et donc là, il faudra avoir un ensemble de surveillance. Et aujourd'hui, on dispose de beaucoup de moyens de surveillance, de paramètres à surveiller. Les éléments techniques qui sont autour du patient sont parfois impressionnants pour le patient de voir toutes ces machines, mais toutes ces machines qui ressemblent parfois à des arbres de Noël, mais qui sont tout à fait indispensables pour nous, pour la surveillance du patient pendant la chirurgie. Isabelle Constant. Alors, il faut savoir que quand on fait de l'anesthésie, on est en interaction permanente avec le patient et sa physiologie, puisqu'en permanence, on va observer son activité cardiaque, son activité cérébrale, son activité circulatoire, et ça va nous permettre d'adapter à chaque instant la quantité de produits qu'on administre, puisque effectivement les produits dont j'ai parlé tout à l'heure ont tous des effets extrêmement puissants, et le corollaire de ces effets puissants, c'est qu'ils vont interagir bien sûr avec la physiologie. Donc il faut en permanence s'adapter, c'est pour ça que la surveillance doit être continue. Eh bien, on plonge tout de suite dans le sommeil d'une anesthésie générale avec cette archive pépite qui nous a fait craquer dans l'équipe. Vous tombez très bien, j'allais justement endormir Antoine. Antoine, c'est le nom de ce Groendal qui pèse combien, une vingtaine de kilos à peu près, hein. Alors nous allons d'abord lui mettre de la musique. Je ne sais pas s'il appréciera autant que nos malades hommes. C'est le morceau de musique que vous réservez aux malades hommes. Oui, ça distrait leur esprit et puis c'est une attention, une marque de sympathie qu'ils apprécient en général. Je ne sais pas si Antoine est particulièrement sensible à cette musique-là. Viens ici, mon toutou. Antoine est un chien qui sort de la fourrière, mais qui est avec nous déjà depuis pas mal de temps. Il a déjà été endormi et vous voyez qu'il se laisse parfaitement faire. Il n'est pas attaché, il n'a pas de muselière. Il donne sa patte de devant, la patte droite. On lui a mis un garrot. Et puis j'ai à la main une seringue qui contient du pain total, exactement comme chez l'homme. On l'endort comme un homme, c'est extrêmement important. Les travaux que nous comptons faire ne doivent pas être faussés par la moindre brutalité. Il faut que le chien profite exactement du même confort qu'un homme. Voilà, le sang reflue dans la seringue. J'ai piqué la veine sous-cutanée antérieure de la patte droite et j'injecte le pain total. Je fais remarquer qu'Antoine n'a absolument pas réagi, hein. Non, le garçon le caresse. Voilà, 0,40 g, 0,50 g. Ça doit être la dose suffisante pour ces 20 kilos. Attends-toi un petit peu. Antoine commence à s'endormir. Voilà. Il commence à entrer dans un état de relâchement musculaire qui est très caractéristique. Et le voilà étendu maintenant sur le sol. L'anesthésiste a retiré la seringue. Et nous nous allons allons sur la table d'opération. Où en est l'anesthésie? Dans l'émission La parole est à la nuit sur la RDF en 1957 avec le médecin anesthésiste du Centre de chirurgie expérimentale de l'hôpital de Vaugirard. Isabelle Constant, cette archive vous a fait réagir? Oui, ça m'a fait réagir parce que je me suis... Non, non, je vous laisse continuer, allez-y. C'est nos micros qui sont sensibles, c'est pour ça. Parce que, effectivement, quand on entend cette archive, je trouve ça très impressionnant, le niveau d'approche pour cet animal, ce chien. Et je ne suis pas sûre qu'à la même époque, sur le plan anesthésique, l'approche des enfants, par exemple, ait été aussi optimale. Et on verra en effet que la pédiatrie qui prend en charge l'anesthésie, c'est quelque chose de très récent, étonnamment. Mais alors, Dominique Simon, par rapport à cette archive, à quoi ressemble le sommeil sous anesthésie générale? À quoi ressemble le sommeil de ce toutou, Antoine? Bah, écoutez, progressivement, il a été endormi avec des doses. On a entendu effectivement l'opérateur dire qu'il allait l'endormir. Et à un certain moment, donc, il obtient
l'inconscience et donc il pense que la dose est suffisante pour qu'on puisse passer à l'intervention chirurgicale. En tout cas, on va le mettre sur la table opératoire. Je crois qu'on est à l'hôpital Vaugirard, si j'ai bien Exactement, entendu. c'est ça, oui. Je crois que mon ancien chef de service à Vaugirard à l'époque, c'était le Pierre Hunard. Et effectivement, il faisait de l'expérimentation aussi. Je pense que ça relève peut-être là de l'expérimentation sur un animal ou peut-être qu'il s'agit d'une intervention effectivement importante pour cet Antoine. Mais peut-être s'agit-il aussi d'expérimentation pour amener plus de connaissances dans l'anesthésie sur des éléments physiologiques liés au sommeil anesthésique. Qu'est-ce qui se passe effectivement au niveau cérébral quand on va procéder à l'injection de produits hypnotiques par gaz ou par produit injecté par voie veineuse? Mais ce sommeil amnesthésique, anesthésique, pardon, et amnestique également, en quoi diffère-t-il justement du sommeil naturel ou d'un coma, Isabelle Constant? Alors, il est un peu différent. Il est à la fois proche, mais il est un peu différent. Il est plus profond qu'un sommeil physiologique. Parce que, effectivement, un sommeil physiologique, si vous secouez quelqu'un qui dort physiologiquement, vous allez le réveiller. Alors que si vous secouez quelqu'un qui est sous anesthésie générale, théoriquement, vous ne le réveillez pas, si l'anesthésie est correcte et suffisante. Mais quand on regarde, par exemple, les effets encéphalographiques des drogues anesthésiques, on s'aperçoit que quand même, ces effets sont très proches de ceux observés pendant le sommeil physiologique. Sauf qu'ils vont un tout petit peu plus loin. Oui, puisque j'ai lu en préparant cette émission que justement, les hypnotiques agissent au niveau du cortex cérébral, au niveau du centre du sommeil et de l'éveil, en stimulant l'un et en limitant l'autre, c'est ça? Oui, alors oui, c'est tout à fait ça, parce qu'on a un centre de l'éveil, un centre du sommeil. Il y a une espèce de balance entre les deux centres. Par contre, sur le côté physiologique, effectivement, on sait que on a changé de paradigme parce qu'on pensait que c'était les lipides, puisque les premières expériences, pour revenir justement sur l'expérimentation, ce qui est intéressant, c'est quand on met effectivement de l'éther au contact de nerfs, on a avec la solubilité, on va entraîner donc une solubilisation des graisses. Et donc on a longtemps compris qu'il s'agissait d'un effet lié aux lipides. Et donc la matière cérébrale étant graisseuse, on a compris qu'on était sur les graisses. Et on a changé de paradigme ultérieurement parce qu'effectivement, les expériences menées au départ sur les grenouilles, puisqu'il s'agissait de grenouilles, et Charles Richet nous a bien montré effectivement qu'avec des doses progressivement diminuées, on va passer de 10 pour 100 000 à 1 pour 100 000 d'éther dans l'eau, on va endormir des grenouilles, et quand on va les plonger dans de l'eau pure, on va les réveiller. Par rapport à ce sommeil sous anesthésie, ça veut dire qu'un médecin anesthésiste réanimateur va ajuster la quantité de produits selon la durée de l'opération, ou aussi lorsque les actes vont être particulièrement douloureux. C'est ça, Isabelle Constant? Oui, absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'une part, vous avez une composante de fond, une anesthésie de fond qui s'appelle l'entretien d'ailleurs, et que vous assurez par le biais d'un hypnotique que vous administrez en continu. Ça peut être soit un gaz, soit un produit en intraveineux. Et en plus, vous allez utiliser des opioïdes, c'est-à-dire des morphiniques, comme on a dit tout à l'heure, qui vont, eux, s'adapter au niveau, disons, d'agression chirurgicale. C'est-à-dire que c'est pas la même chose si vous ouvrez le thorax, par exemple, ou si vous faites une incision sur un membre. Évidemment, la douleur sera beaucoup plus prononcée si vous ouvrez le thorax. Donc, à ce moment-là, il faudra des niveaux d'analgésie par les opioïdes qui seront plus élevés. Et puis on n'a pas encore parlé de ce deuxième type d'anesthésie, qui est l'anesthésie locale ou loco-régionale. L'anesthésie générale, elle est pratiquée uniquement par les médecins anesthésistes réanimateurs. Là, pour ces anesthésies locales, Dominique Simon, ça par contre, c'est pratiqué par des médecins. Et c'est beaucoup plus court, beaucoup plus précis et rapide. Oui, c'est-à-dire que dans la responsabilité, on va dire, le médecin anesthésiste réanimateur pratique l'anesthésie générale sous différentes formes. Effectivement, comme disait Isabelle, ce sont des gaz volatiles, ce sont des produits intraveineux. L'anesthésie loco-régionale est aussi attribuée aux médecins anesthésistes. Par contre, l'anesthésie locale, tout médecin peut pratiquer l'anesthésie locale parce qu'il s'agit de produits superficiels, injectés de façon superficielle. Et là, il n'y a pas que le médecin anesthésiste qui est responsable de cette anesthésie.
Par exemple, si vous allez chez le dentiste, vous allez avoir une injection d'anesthésique locale, relativement proche d'ailleurs des nerfs, mais ça sera une anesthésie locale par infiltration. Et donc, c'est pratiqué par un dentiste, par un urgentiste, enfin par un certain nombre de praticiens. Un dermatologue, voilà, généralement, ça peut durer en Voilà. moyenne à peu près 3 heures. Alors, quelles ont été les tentatives fructueuses et peu fructueuses de l'histoire de la médecine en matière d'anesthésie? On vous raconte. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Isabelle Constant et Dominique Simon, nous parlons de l'invention de l'anesthésie ou comment l'amélioration de la gestion de la douleur a permis le développement de la chirurgie. On vient de voir que l'anesthésie, ça désigne un ensemble d'actes qui aboutit à la suppression de la douleur, de la conscience et des mouvements. Alors la douleur, c'est une préoccupation lointaine. Alors quelles étaient les premières formes d'anesthésie, la préhistoire de cette discipline, les toutes premières substances, Dominique Simon? Alors, les premières substances étaient évidemment des substances végétales. Essentiellement, donc on administrait de la jusquium, de la datura, on a également du pavot, hein, bien sûr. Ce sont les substances les plus classiques utilisées depuis la nuit des temps, on va dire, et qui étaient sous différentes formes. Donc, on essayait de calmer un peu la douleur, puisque le moment essentiel à cette époque-là n'était pas de faire de la grande chirurgie, bien évidemment. On était plutôt à une époque où il fallait calmer la douleur. On sait que, par exemple, chez les Assyriens, puisqu'on a des écrits là-dessus, où vous parliez tout à l'heure de la compression des carotides, et bien effectivement, dans la circoncision, quand il fallait faire de la circoncision, une circoncision, eh bien, on comprimait les carotides pour avoir une inconscience, et ce temps suffisait dans un acte court à pouvoir donc pratiquer cet acte avec une simple compression des carotides. On imagine bien aussi que le résultat est assez aléatoire et que les patients peuvent en mourir par rapport justement à ces substances. Vous parliez de l'usage du pavot, le cannabis en Chine qui est mentionné dans l'herbier de Shenlong vers 2700 avant notre ère, et puis très tôt aussi l'alcool qui est là pour gérer la douleur. Oui, tout à fait. L'alcool fait partie, effectivement, on sait très bien c'est une constatation facile et de visu, des personnes qui, sous l'emprise de l'alcool, eh bien, finalement, peuvent tomber, se faire mal et ne pas ressentir de douleur plus que ça, ou finalement avoir une douleur légère, là où on pensait que le traumatisme aurait été beaucoup plus important. Il y a le froid aussi qui intervient. On se servait de la cryothérapie en quelque sorte. C'est un grand mot de dire cryothérapie, mais le froid servait aussi à pouvoir localement traiter. On sait par exemple que Dominique Larrey, grand chirurgien de Napoléon, eh bien, sur les amputations, pouvait pratiquer justement le refroidissement des membres pour pouvoir exécuter ces amputations. J'en ai fait, Dominique Jean Larrey, ce chirurgien sur les champs de bataille au XVIIe siècle. On voit là aussi, comme souvent, hein, que la chirurgie de guerre, ça a permis l'avancement de nos connaissances en chirurgie et en anesthésie, Dominique Simon. Oui, alors le problème, c'est qu'effectivement, les moments les guerres en particulier, ont été des moments où effectivement on a avancé un peu dans ce domaine parce qu'il faut s'adapter bien sûr à des situations critiques, on va dire, mais on trouve des moyens. Et c'est vrai que je parlais de Dominique Jean Larrey au moment de la campagne d'Italie où effectivement il pratiquait des amputations de membres en 5 à 7 minutes. Donc il faut comprendre que n'ayant pas anesthésique particulier comme Isabelle vous les a décrits, eh bien il fallait aller vite, un morceau de bois à travers les dents, on amputait en 7 minutes et donc l'affaire était réglée et effectivement c'était des actes très brefs et rapides. Rapide, mais qui sauvait des vies. Alors, qui sauvait des vies, d'autant que, Dominique Jean Larrey a fait des recherches, bien sûr, parce que il faut comprendre qu'au début, on allait chercher les blessés 48 heures après la fin de la bataille. Donc, vous imaginez qu'un beaucoup étaient, parmi ces soldats, passaient de vie à trépas sur les champs de bataille. Donc, il a aussi beaucoup travaillé sur le sauvetage in situ pendant les champs de bataille pour effectivement sauver le plus possible de soldats au cours de ces batailles napoléoniennes.
Voilà, des garrots, des compressions de carotide. On a aussi donc ces éponges somnifères, imbibées d'alcool, de drogue, qu'on appliquait sur le visage, qui étaient connues depuis l'Antiquité, qui ont été utilisées, Isabelle Constant, jusqu'au XIIIe siècle. Le Moyen-Âge, c'est aussi quand même un tournant pour toutes ces approches antérieures basées sur l'utilisation des drogues. Oui, effectivement, le Moyen Âge, c'est une période difficile, c'est une période dure, violente, où finalement la douleur passe au... On a l'impression en tout cas que la douleur passe au deuxième plan. La chirurgie probablement est assez primitive aussi, je pense, puisqu'en parallèle, évidemment, quand on n'a pas de moyens de gommer la douleur, d'annuler la douleur, on limite forcément les actes chirurgicaux à des actes très courts, comme on l'a dit pendant les amputations, à des actes de surface aussi. Et donc voilà. Et concernant le Moyen Âge, il y a encore pourtant la possibilité d'utiliser des drogues, les drogues qu'on a décrites, l'opium, le jusquium, enfin tous ces produits qui quand même étaient utiles, mais il se trouve que très vite la religion prend le pas et fait considérer que l'utilisation de ces psychodysleptiques, c'est-à-dire ces drogues qui vont modifier la conscience et la perception, vont être considérées comme de la sorcellerie. Du coup, ça freine énormément, évidemment, le développement de l'anesthésie. Et par ailleurs, en plus, la douleur, elle a tendance à être valorisée, puisque sur le plan judéo-chrétien, c'est une façon d'expier un petit peu les fautes. Donc il y a vraiment un frein, parce qu'on a l'impression qu'il y a, pendant l'Antiquité et toutes les périodes précédentes, une évolution, et puis brutalement, finalement, il y a une stagnation, voire une régression, jusqu'à ce que l'on découvre des produits réellement, avec des vertus réelles, mais on mettra un certain temps à les utiliser, à savoir les utiliser. Alors ces produits, en effet, c'est l'émergence de l'anesthésie au gaz, l'émergence de la chimie, hein, qui permet de marquer un tournant finalement dans cette discipline. C'est l'éther, le chloroforme, le protoxyde d'azote. Alors déjà, on va commencer avec le protoxyde d'azote, Dominique Simon. En 1772, on le découvre. Au départ, c'est quand même un gaz hilarant. Alors, c'est un gaz hilarant. C'est Priestley qui, évidemment, découvre le protoxyde d'azote, qui en anglais s'appelle le nitrous oxyde. C'est donc ce gaz, mais il ne va pas trop servir finalement. Il est découvert effectivement par Priestley. Et puis, il y aura quand même un grand moment. C'est en 1800. Parce qu'en 1800, Humphrey Davy, en Grande-Bretagne, qui est un jeune qui a 24 ans, donc va intégrer à Bristol le Pneumatic Center, qui est un endroit où il va développer énormément de recherches par rapport au protoxyde d'azote. Il va écrire un livre qui sera une référence de ses expériences, mais elles ne vont pas forcément servir à alimenter dans la pratique sur l'anesthésie, sur les actes chirurgicaux. Bien qu'ils disent dans ses conclusions, en quelque sorte, qu'effectivement, ça pourrait être utile pour les actes chirurgicaux d'utiliser le protoxyde d'azote. Mais ce n'est pas la première priorité qui est donnée. Il donne une priorité à toutes ces expériences qu'il a menées dans ce livre qui date de 1800 et on n'est pas encore à l'administration telle qu'on pourra la concevoir après, après dans les années 1840. Mais justement, 1840, ce qui se passe, c'est un certain dentiste, Horace Wells, qui découvre les propriétés analgésiantes du protoxyde d'azote. Oui, alors, c'est un grand... C'est rigolo comme anecdote. Oui, c'est un grand moment parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de 1800, dont je parlais, à 1840, il y a une espèce de blanc. Mais il n'y a pas de blanc, en fait, parce qu'à cette époque-là, il y a peu à peu l'installation de ce qu'on appelle les frolic parties, qui sont des soirées dans lesquelles on va faire donc une administration récréative de protoxyde d'azote. Alors, ça se passe en Grande-Bretagne, bien sûr, à la Delphi Theatre à Londres, par exemple, mais ça se passe aussi aux États-Unis. Et on aura même quelqu'un de célèbre, qui est Samuel Colt. Alors, ça vous parle pas trop, peut-être, Samuel Colt, mais c'est aussi l'inventeur
du pistolet à barillet, Samuel Colt. Et lui organisait des soirées où il invitait les messieurs et les dames même dans des cabinets particuliers, parce que, évidemment, c'est un gaz hilarant, donc c'était tout à fait exceptionnel de pouvoir prendre ce gaz. Mais en même temps, ça pouvait révéler des fois des situations un peu difficiles. Et donc, les dames étaient invitées à se présenter dans des cabinets particuliers au cours de ces soirées pour qu'on puisse profiter de ce gaz hilarant. Et c'est donc les premières utilisations avant que Wells effectivement assiste à une de ces soirées et voit un de ses amis tomber de l'estrade. Et à ce moment-là, se rendre compte qu'il n'a pas mal, en lui disant « mais tu n'as pas eu mal, mais non, tout va bien ». Et il décide le lendemain de se faire enlever une dent sous protoxyde d'azote, et ça marche. Puis c'est très pratique puisque voilà, quelques bouffées et on pouvait pratiquer un acte très court et on a comme ça des premiers actes, petits actes chirurgicaux sous protoxyde d'azote. Autre substance, l'éther. Alors l'éther qui est découvert au XVIe siècle, mais le nom apparaît au XVIIIe. Ses propriétés anesthésiantes n'ont été comprises que très tardivement. C'est le 16 octobre 1846 à Boston. Les débuts de l'histoire de l'éther et du protoxyde d'azote valent d'être comptés. Bien que Faraday ait décrit dès 1818 les effets stupéfiants de l'inhalation d'éther mélangé à l'air, les cercles médicaux de l'époque demeuraient conservateurs et hostiles à l'emploi d'une drogue qui abolissait la conscience. L'éther devint d'abord un jeu entre les mains des étudiants en médecine, qui se réunissaient autour de cocktails au cours desquels l'excitation provoquée par l'éther remplaçait celle de l'alcool. Le docteur Long, qui avait opéré un malade sans douleur après inhalation d'éther, assistait avec un grand intérêt à ces jeux dont il était l'âme. Mais c'est à un dentiste étudiant en médecine, le docteur Morton, que revient l'honneur d'avoir fait véritablement entrer l'anesthésie dans la clinique courante. Après avoir endormi tout ce qui se trouvait à sa portée, chiens, chats, poulets, rats, il réussit à pratiquer une extraction dentaire sans douleur sous éther. Et peu de temps après, il obtint la permission d'endormir à Boston, dans le grand amphithéâtre de l'hôpital, en présence d'un public nombreux, incrédule et même hostile, un malade garrotté sur la table d'opération et solidement maintenu par des infirmiers dont la qualité majeure était celle de leurs biceps. Pour la première fois, une opération était pratiquée sans douleur sur un malade inconscient. Un des grands chirurgiens de l'époque, témoin de cette performance, remarqua « J'ai assisté à un phénomène dont le monde entier parlera. Si Ambroise Paré, Louis et les autres grands chirurgiens du passé savaient ce que nous avons vu, ils rêveraient de revenir sur Terre pour recommencer leur existence. » Ceci se passait le 16 octobre 1846, peu de temps après. L'anesthésie générale à l'éther entrait dans la pratique chirurgicale courante. Voilà, un extrait de l'émission Heure de culture française diffusée sur la RDF en 1957. Une archive qui avait l'air de vous ravir, Dominique Simon. Oui, c'est tout à fait ravissant parce qu'en même temps, bon, c'est un peu romancé, on va dire, c'est bien présenté, c'est tout à fait juste, bien sûr, mais un peu romancé, comme je le dis, parce que c'est vrai que ce qu'a dit effectivement Varenne ce jour-là, le chirurgien qui a pratiqué donc l'ablation d'une tumeur du cou à un jeune qui s'appelait Abbott, effectivement, il a dit c'est la révolution en quelque sorte. Nous allons pouvoir maintenant pratiquer des actes. Bien sûr que on n'allait pas faire revenir Ambroise Paré descendu du ciel, mais c'est sûr que on changeait d'époque. C'est pour ça que cette date du 16 octobre 1846 est importante dans l'histoire de l'anesthésie moderne, parce que c'est là où on a rassemblé des éléments et où ça a marché. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1844, déjà, Wells avait essayé de faire la démonstration qu'au protoxyde d'azote, ça allait marcher, et ça a été un échec. Il a été ridiculisé, et donc, par conséquent, c'était un petit peu ennuyeux. Il fallait refaire la démonstration, celle de 1846, effectivement faite par Morton, qui est arrivé d'ailleurs en retard au bloc opératoire, et donc parce qu'il avait modifié un peu sa machine qui permettait l'administration de l'éther. Là, ça a marché, et effectivement, c'était une nouvelle ère qui arrivait, et très vite, dans les mois, dans les semaines qui ont suivi, s'est répandue cette
ces techniques à travers le monde, puisque c'était en Angleterre, mais également en France, dès la fin de 1846, dès décembre 1846, en France, on pratiquait ce type d'anesthésie. Et puis, comme vous dites, ça se répand très vite, mais il y a quelques soucis avec l'éther. Et ensuite, on voit apparaître également le chloroforme, qui est connu comme solvant depuis 1831, et qui, lui, commence à être aussi utilisé comme anesthésiant, Dominique Simon. Oui, alors c'est vrai que c'est l'autre produit qui est utilisé, donc c'est le chloroforme. C'est Simpson qui, donc effectivement, en Écosse, utilise ce produit qui va être un peu en rivalité, on va dire, avec l'éther. Donc c'est vrai que ces deux produits ont eu une utilisation, avec même d'ailleurs une espèce de combat entre Paris et Lyon, puisqu'il y avait une espèce d'une polémique, on va dire, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, tout n'était pas formidable. Bien sûr, on décrit les choses de façon positive, mais il y avait des accidents, parce qu'en particulier, si on parle du protoxyde d'azote, on sait que le protoxyde d'azote, qui était fabriqué sur place, par exemple, pour avoir des impuretés, était responsable de décès. Et ça, c'était pas fréquent, mais ça pouvait survenir. Et ces drogues, on va dire, ces substances pouvaient donner des complications. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu cette rivalité, par exemple, en France, entre Paris et Lyon, sur l'utilisation du chloroforme et de l'éther. Et finalement, ce sera l'éther qui va l'emporter. Vous avez dit les débats entre ces gaz anesthésiants font rage, mais on a aussi des objections qui touchent, là encore, même à la fin du 19e siècle, à la morale religieuse. Le clergé s'oppose à l'usage de l'éther pendant l'accouchement. Le verset de la jeunesse « Tu enfanteras dans la douleur » est brandi comme un argument d'autorité. Certains prêtres refusent de baptiser les enfants nés sous anesthésie, mais on a quand même la reine Victoria qui reçoit elle-même du chloroforme en 1853 pour son propre accouchement. On voit donc que l'histoire de l'anesthésie moderne est en marche. Comment les protocoles ont-ils évolué? Comment est-on arrivé à l'anesthésie par intraveineuse? On poursuit. On vient de voir que la douleur est une préoccupation importante dès les prémices de la chirurgie. Et on a parlé des différents tâtonnements dans cette histoire. On a parlé surtout de tentatives d'anesthésie générale. Pour l'anesthésie locale, c'est une histoire qui commence avec la cocaïne. Dans les années 1860, les propriétés de cette drogue comme anesthésiant local sont découvertes. C'est à ce moment-là que Freud fait la connaissance d'un des disciples et assistants de Brücke, Ernst von Fleisch-Marxow. Plein de charme, avec une barbe de soie, un œil de velours, mais avec une drôle d'histoire, une terrible histoire. Ça se passait dans une salle de dissection. À 25 ans, Ernst von Fleisch dissèque mal un cadavre. Il se coupe en même temps. Il y a infection. On lui coupe le pouce droit. Mais ça ne va pas, on dirait que le cadavre s'est implanté dans la chair du pouce. Et il lui pousse comme ça des névromes, des bouts de cadavre, sans arrêt. C'est une histoire horrible. Et il souffre le martyre. Imaginez cela, la mort qui vous pousse au bout des doigts. Et ça dure, ça n'en finit pas. Et l'infection ne passe pas. Mais il ne meurt pas non plus. Et justement, Freud, à cette époque, son ami, vient de mettre le doigt sur la cocaïne. La cocaïne, à l'époque, c'était très mal connu. C'était si mal connu que Freud, qui était jeune chien fou dans le domaine de la science, en fit prendre à tous ceux qu'il aimait. Et à Fleischl, par exemple, pour le soulager de la morphine. Imaginez cela. Fleischl, pour avoir moins mal au pouce et pour que son cadavre vivant disparaisse, se droguait à la morphine pour calmer ses souffrances. Et Freud trouve la cocaïne. Il ne sait pas du tout que la cocaïne, ça fait une dépendance identique. Et il en fait prendre à Fleischl et Fleischl est tout content. Et puis il en prend aussi lui-même, Freud, il est ravi. Ça lui donne du cœur au ventre. Fleischl mourra, drogué. On accusera Freud d'avoir soumis son ami à une dépendance au moins aussi terrible que celle de la morphine. Voilà un extrait des Nuits magnétiques sur France Culture en 1981. Isabelle Constant, la cocaïne, premier anesthésiant local. Oui, absolument. Donc après le protoxyde d'azote, on parle de la cocaïne. Effectivement, c'est dès le début des années 1900, l'ouverture vers l'utilisation des anesthésiques locaux qui vont évoluer évidemment progressivement en termes chimiques, mais c'est l'apparition
de ces produits qui vont permettre de réaliser à la fois des anesthésies locales, c'est-à-dire par infiltration, c'est la même chose finalement ce dont on parlait tout à l'heure chez le dentiste, et aussi des anesthésies locaux-régionales qui sont réalisées par les anesthésistes et qui consistent à l'administration de ces anesthésiques locaux proches des nerfs et qui vont donc à ce moment-là endormir finalement toute la zone qui dépend du nerf qui est entouré par l'anesthésique locale. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui va se développer, mais qui finalement s'est énormément développé également actuellement, puisqu'on réalise énormément d'anesthésie locaux-régionale. Donc c'est une composante de l'anesthésie qui est extrêmement importante et dont l'importance finalement s'est développée de façon considérable à l'heure actuelle. En tout cas, la cocaïne, introduite en médecine en 1884, appliquée, comme vous dites, pour justement les soins dentaires ou aussi la chirurgie oculaire. On a parlé par rapport justement à l'anesthésie générale, à ces recherches de techniques en utilisant des gaz. Dominique Simon, on a aussi cherché à faire de l'intraveineuse. Alors ça, à partir de quel moment ça se développe ? Alors, l'intraveineuse, c'est dans les années 1870, où effectivement, on va injecter des produits, on va tester et puis avoir un sommeil identique. C'est vrai qu'on testait par des gaz, donc par voie pulmonaire, mais on pensait effectivement... Le problème par voie intraveineuse, c'est qu'il fallait du matériel. Il fallait des aiguilles, il fallait des perfusions, il fallait donc inventer ce matériel pour pouvoir injecter. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est les produits qu'on allait mettre dans la veine. Et effectivement, ça va être, de mémoire, le chloral, je crois, qui sera utilisé en premier. Donc dans ces années 1870-1875. En tout cas, fin du 19e siècle, à cette époque, on retrouve les premiers usages de substances en association dont on a parlé, un hypnotique, le chloroforme, un analgésique, la morphinique. Et puis on voit aussi l'introduction des curares, donc ces relaxants musculaires à peu près dans les années 40, qui vient un peu compléter le cocktail, Dominique Simon. Alors, c'est beaucoup plus tardif quand même, parce que les premiers curares qui ont été utilisés, alors on les connaissait parce que bien sûr, on savait et on connaissait d'Amérique du Sud, en particulier d'Amazonie, les tribus qui utilisaient donc des produits dans leur sarbacane pour aller tuer leur proie ou même leurs ennemis, on va dire. Donc les curares étaient connus et on sait très bien que des gens très, très importants comme von Humboldt, l'Allemand, avait été donc en Amérique du Sud, mais il n'est pas le seul, bien sûr, pour aller voir un peu ce que ces pratiques avaient d'intéressant en Amérique du Sud. Pour revenir sur l'introduction des curares en anesthésie, c'est au Canada en 1934 ou 30, dans les années 30, on va dire, où on a injecté les premiers curares. Mais la réalité de l'injection des curares s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, en particulier aux États-Unis, donc où là, on a commencé à utiliser ces curares. Isabelle Constant. Juste pour, effectivement, l'utilisation des curares, ça a été une étape extrêmement importante parce que ça facilitait l'acte chirurgical, sauf que, à contrario, pour le patient qui recevait des curares, la respiration s'arrêtait et donc ça nécessitait la mise en place d'une assistance ventilatoire et c'est aussi pour ça que, c'est-à-dire que ça nécessitait en parallèle de l'utilisation de ces produits le développement des machines, à la fois des machines, mais aussi des sondes d'intubation, par exemple, trachéales, qui permettaient de suppléer la ventilation. Voilà, ça c'est l'autre innovation importante, c'est le contrôle des voies respiratoires. Alors comment l'enseignement de l'anesthésie s'est-il développé pour devenir cette spécialité sécurisée ? On poursuit. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En
direct sur France Culture, nous parlons de l'invention et des progrès de l'anesthésie avec Isabelle Constant et Dominique Simon. On vient de voir qu'il y a eu différentes étapes. Aujourd'hui, l'anesthésie, une pratique très sécurisée. Aujourd'hui, la mortalité est passée de 1 cas sur 500 000. Mais Dominique Simon, il y a eu par exemple de grandes études sur la mortalité durant les anesthésies. Quels étaient les moments les plus à risque justement dans cette histoire-là ? Alors, les moments à risque, c'est difficile à dire. Ce que je peux dire, c'est que ce qui est plus caractéristique, c'est l'évolution des risques qui ont été largement diminués avec le temps parce que la prise en compte par les médecins anesthésistes, effectivement à travers des statistiques, dans les années 70, effectivement ça a été la création des salles de réveil parce que on avait étudié à travers une étude de l'INSERM que le moment le plus important par rapport à la mortalité, on va dire, était la phase post-opératoire parce que les patients manquaient entre guillemets de surveillance, d'où la création des salles de réveil. C'était donc là, effectivement, une amélioration considérable pour que la surveillance plus longue permette une meilleure prise en charge des patients. Et puis, on a évolué après vers de plus en plus de sécurité pour diminuer les risques. Effectivement, dans les années 70, c'était un décès pour 10 000 anesthésies. On est passé dans les années 2000 à un décès pour 500 000. Donc, si vous voulez, on a quand même largement diminué à travers des protocoles que d'ailleurs la SFAR avait mis en place à l'époque. La Société française d'anesthésie-réanimation a beaucoup œuvré pendant des années sur la mise en place de protocoles pour permettre une organisation des soins pendant l'intervention, avant l'intervention, après l'intervention. Et puis, il y a eu aussi la diminution des risques a été donnée par un décret qui, là, a fait vraiment basculer en plus vers plus de sécurité encore pour arriver à l'anesthésie moderne que l'on a aujourd'hui. Mais en France, l'anesthésie est arrivée tardivement, jusque dans... Enfin, c'est le chirurgien qui fait l'anesthésie puis qui opère de 1847 à 1940. C'est la dernière spécialité médicale reconnue en 1954. Isabelle Constant, pourquoi si tard ? C'est une excellente question. Effectivement, les actes anesthésiques étaient réalisés par l'infirmière, par un étudiant, par un garçon de salle éventuellement, jusque dans les années, je dirais, jusqu'à la guerre finalement, puisque là, finalement, il y a eu une confrontation des pratiques et les Français se sont aperçus que les anglo-saxons, qui eux avaient reconnu l'anesthésie-réanimation depuis les années 30, eh bien, ils travaillaient en équipe. C'est-à-dire un chirurgien, un médecin anesthésiste et un travail de concert pour le bien du patient. Or, en France, ce n'était pas du tout le cas. Le chirurgien avait, comment dirais-je, était le chef du bloc opératoire et l'anesthésiste, la personne qui réalisait l'acte anesthésiste, était sous son autorité. Et il a fallu attendre un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, pour que cette autonomie de l'anesthésie apparaisse. Et elle est apparue à peu près, je dirais, 10 à 15 ans, même 20 ans plus tard, en France, par rapport aux pays anglo-saxons, que ce soit la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Donc il y avait une réticence quand même. Et puis finalement, on s'est aperçu aussi que l'anesthésie avait des risques quand même, et que donc finalement, le chirurgien, il tenait pas forcément non plus à assumer les risques de l'anesthésie. Donc, les choses se sont dissociées et ça a permis un développement autonome de l'anesthésie, la création de services d'anesthésie, la validation académique de l'enseignement de l'anesthésie. Enfin, ça a été un élément extrêmement important. Dominique Simon ? Oui, justement, il faut comprendre que la création de la Société française d'analgésie, puisqu'au départ elle portait ce nom, c'est 1934. C'est Robert Monod, c'est donc un chirurgien et c'est lui qui va piloter l'anesthésie. Donc en fait, dans cette société, au début, on aura beaucoup de chirurgiens et quelques anesthésistes. Je crois qu'au départ, dans la société, il y avait 4 anesthésistes vraiment avant-guerre. Mais il faut comprendre aussi que il était important
depuis 1908 exactement, les appareils d'anesthésie qui étaient utilisés étaient des appareils très simples, dont l'appareil de Louis Dombrédane, qui était juste une boule, et était facile à utiliser. Donc le chirurgien faisait tenir l'anesthésie parce que c'était très facile. Et donc, tardivement, puisque ces appareils ont même été utilisés jusque dans les années 70, au Vietnam en particulier, a retardé un peu l'expression de l'anesthésie. En tout cas, là où on a du retard encore en France, c'est par rapport à l'anesthésie pédiatrique. C'est-à-dire qu'on a quand même... Enfin, l'anesthésie adulte a vécu une explosion dans les années 50, mais pour ce qui est de l'anesthésie pédiatrique, il faut attendre 1987 pour qu'une étude montre la nécessité d'anesthésier les enfants avant une opération. Ça Alors, paraît complètement fou, non? c'est pas tout à fait ça. Parce que ce que j'avais lu, du coup, c'est pas Non, possible. c'est pas tout à fait ça. Les enfants, ils ont été anesthésiés comme les adultes à partir de 1845, 46, 47, etc. Il y a déjà, c'était de la même façon que les adultes. D'ailleurs, c'était le problème, c'est que c'était de la même façon que les D'accord. adultes, c'est-à-dire que à l'époque, finalement, la physiologie était peu détaillée et la subtilité, les spécificités de la physiologie pédiatrique n'étaient pas connues, puisque à l'époque, il y a des descriptions qui disent « Ah, les enfants ont une fréquence cardiaque plus rapide, ah, ils ont une fréquence respiratoire plus rapide, etc. » Donc, on découvre un peu, finalement, les spécificités pédiatriques. Et puis, il va y avoir une période un peu à la fin des années 1800, enfin à la fin oui c'est ça, au début du 19e siècle, au début pardon du 20e siècle, où on va s'apercevoir qu'il y a des accidents d'anesthésie avec les enfants quand même, et ça va donner un petit coup de frein quand même à l'utilisation de l'anesthésie chez l'enfant, et on reverra les indications en disant finalement chez l'enfant peut-être on peut réserver l'anesthésie à des actes longs, ou les actes courts c'est pas la peine, il y a qu'à les distraire, il y a qu'à, etc. Donc ça c'est avant 1950. Après par contre apparaît la lotane, qui est un gaz qu'on a utilisé beaucoup chez l'enfant, parce que le problème de l'enfant c'est que on peut pas lui mettre de perfusion, il faut l'endormir par inhalation. Et donc, on a utilisé ce gaz de façon assez large, mais chez le jeune enfant, on n'osait pas utiliser les morphiniques, parce que les morphiniques étaient des produits puissants qui induisaient l'arrêt de la respiration, et notamment chez le tout petit. Et donc, il y a eu une restriction de l'utilisation de ces produits qui sont des analgésiques chez le jeune enfant. Et effectivement, il a fallu attendre 1987 et les études d'Annan, qui était donc un Américain, qui a mis en évidence qu'une anesthésie... Alors, c'est-à-dire qu'avant, on endormait les enfants, si on peut dire, juste avec une toute petite anesthésie légère et des curares. Bien sûr, les curares, ça ne fait pas dormir. Ça immobilise, mais ça ne fait pas dormir. Et on les opérait comme ça, notamment sur le plan cardiaque, puisque les interventions, notamment pour les canaux artériels chez les tout petits, étaient quand même assez agressives. Et puis, lui, il a montré que lorsqu'on ajoutait un morphinique, eh bien, les enfants mouraient moins. Je vous le fais de façon simplifiée. Et à ce moment-là, ça a été une véritable révolution. C'était un papier qui a été publié dans le Lancet en 1987. Et on a pris conscience que l'enfant percevait la douleur, avait des circuits nociceptifs, c'est-à-dire des voies pour transmettre la douleur qui étaient matures, voire même hypersensibles. Et à ce moment-là... évidemment, on s'est aperçu qu'il fallait utiliser une analgésie pour les jeunes enfants. Et ça a été une révolution totale en anesthésie pédiatrique. À partir de là, on a considéré qu'il fallait prendre en charge la douleur de l'enfant, et même très probablement plus encore que chez l'adulte, parce que 10 ans après ces études de Annan, on a montré que les enfants qui avaient souffert nouveau-nés souffraient, je vous le fais rapidement, souffraient beaucoup plus secondairement, avaient des changements dans leur circuit nociceptif. Voilà, oui, encore une fois, on se rend compte que la pédiatrie est un peu le parent pauvre de la médecine. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à se procurer notre podcast Médecine infantile. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure.